Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, c'est le débat. Il est 9h37 sur Sud Radio avec nos deux invités. Mercosur, la France a-t-elle perdu la partie? L'Europe est-elle l'ami ou l'ennemi des agriculteurs? C'est la question double qui est posée ce matin avec nos deux invités. Bonjour à vous, Benoît Biteau. Bonjour à vous. Vous êtes député les écologistes, pardonnez-moi, de Charente-Maritime, et vous êtes également agriculteur, vous connaissez bien le dossier Mercosur. Et bonjour à vous et bienvenue également Aleksandar Nikolic. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Vous êtes député européen du Rassemblement National. Messieurs, je vais vous poser la question. Je commence par vous, allez tiens au hasard. Benoît Biteau, je commence par vous. Le Mercosur, est-ce que, apparemment, vraisemblablement, le président Emmanuel Macron s'apprête à voter non, de ce que j'en ai compris? Et Laurent Panifoux, le ministre des Relations avec le Parlement, semblait l'accréditer ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce que la France a perdu la partie avec cette histoire ? Bien sûr que la France a perdu la partie, mais parce qu'elle ne s'est pas attelée au sujet suffisamment en amont. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un accord qui tombe du ciel là depuis 3 mois. C'est un vieil accord qui est en négociation depuis très longtemps. Et M. Macron a trop longtemps négligé l'impact que pourrait avoir cet accord sur une activité fondamentale pour l'Europe et pour la France, qui est l'agriculture. Quand on est président du premier pays agricole de l'Union européenne, il aurait dû être l'artilleur en chef depuis 2017 qu'il est président de la République pour dénoncer le contenu de cet accord. Il ne l'a pas fait. Il le fait dans la dernière ligne droite parce que les agriculteurs ont commencé à se mobiliser à partir de janvier 2024. Mais il est trop tard et on a laissé la Commission prendre la main sur cet accord et donc les États qui auraient pu le dénoncer, qui auraient pu emboîter le pas de M. Macron ne le font pas parce qu'il n'y a pas eu d'argument pour justement faire en sorte que cet accord soit dénoncé. Benoît Biteau, vous êtes, et je donne la parole à Aleksandar Nikolic dans un instant, vous étiez député européen. Entre 2017 et 2020, entre 2019 et 2024. Et vous étiez sur le sujet, j'imagine, ou dans le sujet. Oui, et j'ai connu la présidence de la France, la présidence du Conseil par la France, et c'était une opportunité pour la France. Ça revient une fois tous les 14 ans, la présidence. Là, on a eu une séquence de 6 mois où la France était présidente. Il fallait qu'elle mobilise cette possibilité-là pour dénoncer le Mercosur et le faire tomber définitivement. Ça n'a pas du tout été le cas. Aleksandar Nikolic, c'est une défaite pour la France ? Oui, ça va être une défaite pour les agriculteurs français qui vont être mis en concurrence avec encore une fois avec des produits qui ne sont pas produits de la même manière, avec des produits qui sont interdits ici. On peut penser évidemment à la filière bovine où on va passer de 40 à 7,5% de droits de douane, ce qui va faire que cette viande-là sera moins chère et correspondra et sera en plus produite avec des produits, je le disais, interdits, notamment des hormones, par exemple, interdites en France. Et des antibiotiques. Et des antibiotiques. En réalité, Emmanuel Macron, il a changé plusieurs fois d'avis, en fait. Donc, il était d'abord pour. Ensuite, il a été contre un moment en 2019 pour protéger la forêt amazonienne, parce qu'il était surtout contre Bolsonaro. Puis après, quand Lula lui a dit qu'il fallait être pour, il est redevenu pour. Puis quand il y a eu la mobilisation des agriculteurs, il est redevenu contre. Donc, il n'a pas de ligne directrice et il n'avait pas anticipé le problème et il n'avait pas considéré qu'il y avait un problème avec le Mercosur. Mais surtout, il ne fait rien réellement pour s'opposer au Mercosur. Parce que s'il avait vraiment cette volonté de s'opposer au Mercosur, il aurait pu faire une tournée des capitales européennes. Je rappelle qu'il faut 4 pays membres, et ce qui représenterait et plus 35% de la population avec ces pays-là de l'Union européenne pour s'opposer au Mercosur. Il n'a pas eu cette volonté-là. Et il y a une autre possibilité pour s'opposer au Mercosur, c'est que le Parlement européen s'y oppose pour que le traité ne soit pas ratifié. Aujourd'hui, son groupe a une part de responsabilité parce que son groupe, pas les Français, mais le groupe Renew votera pour le Mercosur. Le groupe, les LR peuvent dire je suis contre, mais leur groupe auquel ils sont, dans lesquels ils sont. Ursula von der Leyen, elle est PPE. Elle est PPE. Et le groupe du PPE votera pour le Mercosur. Ils ont non seulement voté, ils ont fait élire Madame von der Leyen qui soutient le Mercosur. Ils ont fait élire Monsieur Hansen comme commissaire à l'agriculture qui soutient le Mercosur. Et leurs groupes respectifs vont voter pour le Mercosur. Donc il faut arrêter l'hypocrisie et dire réellement que ce sont des opposants au Mercosur de façade.
Et évidemment qu'ils ont une grande part de responsabilité. J'entends vos arguments. Je rappelle, Alexander Nicolic, vous êtes Rassemblement National et Benoît Biteau, vous êtes les écologistes. Vous n'êtes pas forcément dans des camps amis, on va dire, mais là-dessus, quelque part, il y a une forme de convergence de regard sur ce qui se passe. Benoît Biteau, est-ce que tout est à jeter dans cet accord? Parce que c'est un prisme de lecture d'opposition, mais quand il est dit, par exemple, que c'est quand même un marché qui s'ouvre de plus de 300 millions d'habitants, etc., et que c'est aussi peut-être une opportunité, pas seulement pour l'industrie, mais aussi pour la production agricole dans l'autre sens. Est-ce que, très honnêtement... Deux éléments de réponse à ça. Tout n'est peut-être pas à jeter, mais moi ce que je défends depuis toujours, c'est qu'on ait une exception agricole dans les accords de libre-échange. On parle de la nourriture, on parle d'un besoin primaire qui est celui de se nourrir, et on ne peut pas s'accommoder d'une agriculture qui serait la monnaie d'échange, qui serait la variable d'ajustement aux accords de libre-échange pour vendre des Airbus, pour vendre de la technologie, pour vendre des services sur des marchés comme la zone Mercosur où il y a 300 millions de personnes. Et donc il faut acter une exception agriculturelle dans les accords de libre-échange. J'ai une petite anecdote, les Allemands m'appelaient Monsieur Niet quand j'étais député européen. Monsieur Niet. Oui, Monsieur Niet, parce que c'est les Allemands, et parce que systématiquement, quand un accord de libre-échange arrivait sur la table des votes, avec un volet agricole, la Nouvelle-Zélande, le Kenya, enfin je vais pas tous les faire, systématiquement il y avait l'amendement de rejet déposé par Benoît Biteau qui disait on ne peut pas négocier ces accords de libre-échange parce que le volet agricole est trop menaçant pour l'agriculture européenne. Et puis j'aimerais aussi remettre les choses à l'endroit. On est en train de nous présenter, et j'entends ça dans beaucoup de médias, comme l'alpha et l'oméga de ces accords de libre-échange. C'est-à-dire qu'on voudrait nous faire croire que sans ces accords de libre-échange, on ne peut pas commercer avec le reste de la planète. Or, moi, je viens d'une zone où on produit un produit merveilleux avec lequel je suis absolument pas fâché, qui s'appelle le cognac. 98% de la production de cognac est exportée. Est-ce que vous pensez qu'on a attendu des accords de libre-échange pour exporter 98% de la production de cognac? Donc on peut échanger, on peut commercer avec le reste de la planète sans passer par des accords de libre-échange et mettre à sac une agriculture comme la nôtre qui a des standards de production particulièrement élevés et qui vont être menacés non pas par les volumes mais par la baisse des prix qui va tirer vers le bas la production et le chiffre d'affaires des agriculteurs. Alexander Nicolic, gardez vos arguments. Vous savez, je vais vous poser la même question. Rassurez-vous, on va coller aux propos de Benoît Biteau à l'instant parce que c'est la pause. Mais on va rester là-dessus, parce que est-ce que tout est acheté? Est-ce que cet argument-là est audible de Benoît Biteau, à savoir qu'on n'a pas besoin au fond d'un accord de libre-échange pour continuer à commercer comme on le fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a l'argument de Trump aussi, vous savez, qui met des droits de douane partout et qui blinde les États-Unis et du coup, on a besoin d'un ballon d'oxygène ailleurs. Voilà, c'est la question qui est posée. Vous avez envie de répondre, c'est ça? Non, oui, après la pause, tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. Avec Benoît Biteau, député Les Écologistes de Charente-Maritime et vous-même agriculteur, et Alexander Nicolic, député européen du Rassemblement National. Vous êtes resté en alerte pendant la pause et donc je vous repose la question et pour rebondir sur ce que disait Benoît Biteau juste avant, est-ce qu'au fond tout est à jeter dans cet accord et est-ce qu'on peut faire comme disait Benoît Biteau, finalement continuer de vendre et très bien les vendre, d'exporter nos produits sans passer par le libre-échange? Mais il faut être très précis. Ces accords de libre-échange, ils permettent de baisser considérablement les droits de douane à un moment où les pays se protègent justement en augmentant les droits de douane. On peut penser à la Chine, on peut penser aux États-Unis. Et nous, face à ça, on accepte d'importer avec des droits de douane plus faibles. J'ai cité l'exemple tout à l'heure de la filière bovine. Enfin, pour être très précis, on importait déjà du bœuf d'Amérique du Sud, sauf que on mettait des droits de douane à 40%. Et là, on les baisse à 7,5%. Et donc, évidemment, ils vont pénaliser beaucoup plus nos éleveurs. Et il y a un autre aspect qu'on ne prend pas en compte, c'est que les droits de douane, c'est de l'argent qui rentre. Donc en fait, c'est des milliards qui rentrent avec des droits de douane et qui vont devoir être compensés par des contributions de pays supplémentaires pour le budget, par exemple, de l'Union européenne. Donc en fait, on est perdant sur toute la ligne. Et quand M. Biteau disait cette exception agriculturelle, vous savez que Jordan Bardella, Marine Le Pen l'ont porté depuis très longtemps parce que aujourd'hui, on n'est même plus autosuffisant sur beaucoup de filières. Sur la filière poulet, par exemple, on n'est plus en capacité de nourrir le peuple français uniquement avec la production française pour un grand pays agricole. Et c'est très dangereux parce que si demain vous avez une autre crise Covid, par exemple, eh bien, et si on est pénalisé justement, on n'est plus capable de nourrir le peuple français. C'est évidemment très, 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 très inquiétant.
Mais je voudrais juste dire que quand on parle d'exception agriculturelle, ça doit l'être aussi même intra-européen. Parce que la concurrence européenne peut aussi être un problème parfois. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. Et parfois, on n'a pas les mêmes règles. Je sais que M. Biteau, par exemple, vous êtes contre la cétamipride. Mais il faut comprendre, par exemple, que vous avez eu l'année dernière, à cause de la punaise diabolique, des énormes soucis de production de noisettes en France. On a importé près de 95% des noisettes qu'on vend en France. Et on fait venir des noisettes avec de l'acétamipride, par exemple, vous voulez, en l'aberration, alors que nos producteurs ne peuvent pas la produire comme ça. Et on tue des filières. On peut parler de beaucoup de filières similaires. On a vraiment l'impression que beaucoup de pays essaient de soutenir leur agriculture, essaient de faire en sorte qu'elle soit plus concurrentielle. Et nous, en France et en Europe, on a tendance à se fixer des règles, le pacte vert ou d'autres lois. C'est européen, le pacte vert. C'est européen. Alors, mais répondez à ça, c'est important parce répondez à ça, c'est une vraie question que pose là-dessus. Sur la cétamipride, là, et oui, par exemple, c'est un bel exemple. C'est un bon exemple, mais moi, dans mon CV, je suis aussi scientifique, je suis ancien chercheur. Et moi, je fais référence à la science. L'acétamipride est un produit extrêmement dangereux qui intervient qui franchit les barrières placentaires et qui perturbe le développement neurologique des enfants. Donc on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Mais surtout, et je suis agriculteur, c'est que plus on utilise l'acétamipride, plus on utilise de pesticides et plus on en a besoin. Et même si en Turquie, même si dans certains pays d'Europe on utilise l'acétamipride, c'est une fuite en avant permanente. Dans le monde simplement. Entier, Mais pas dans le monde entier, parce qu'il y a des endroits où on l'utilise plus. Où ça ? Mais dans certains pays du continent américain ou sur certains pays. Non, l'acétamipride est autorisé partout. Mais non, c'est pas vrai. Mais bon, peu importe. Non, c'est pas vrai. À Cuba, par exemple, il n'y a pas d'acétamipride. Pour donner un exemple qui n'est pas polémique en ce moment. L'exemple, c'est Cuba. Non, c'est pas dit ça. Vous me demandez un pays, je le donne. Mais la difficulté avec ce genre de produit, que ce soit l'acétamipride, les deltamétrines, les pyrétrinoïdes, c'est que plus on utilise de pesticides, plus on en aura besoin. Tout simplement parce que ces produits ne sont pas sélectifs. Et que quand on va tuer la punaise diabolique, quand on va tuer le balanin de la noisette, on va tuer aussi le prédateur de la haie. Et donc, plus on va en utiliser, moins on aura de prédateurs naturels et plus on en aura besoin. Et ce qui menace la souveraineté alimentaire, parce que c'est ça l'enjeu, c'est la souveraineté alimentaire. Ce que nous dit la science, ce qui menace la souveraineté alimentaire, c'est pas la disparition d'une molécule, c'est pas la disparition d'un engrais de synthèse, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique et cette agriculture accélère l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique. Il nous reste à peine 2 minutes et je vous garderai bien des heures entières, messieurs. Une question quand même, est-ce que l'Europe c'est le problème ? Alex, je sais bien que j'entends vaguement votre réponse à l'avance, mais Alexandre Nicolic, est-ce que c'est le problème ? Enfin, tout à l'heure, vous disiez, Bonabito, vous disiez, on pourrait être protectionniste ici en Europe. La vision de l'Union européenne actuelle est un problème. L'Union européenne pourrait être une force, mais elle pourrait être une force. Bien sûr, mais quand je parlais tout à l'heure du pacte vert, le pacte vert de manière très concrète. C'est par exemple, on impose 25% de bio c'est ça la vision, pour 2030. Or, le marché du bio, parce que ça coûte plus cher, se réduit. Et donc, en fait, ça montre bien la vision purement idéologique, c'est-à-dire qu'on est passé maintenant à 6% de marché du bio et on veut faire 25% de bio de production, c'est-à-dire sans marché. Et cette vision-là, elle conduit à un déclin global et à la difficulté que peuvent avoir. C'est un exemple caricatural. On voit les difficultés aujourd'hui que peuvent avoir nos agriculteurs. Si la France est passée en 25 ans de 2e pays exportateur à 7e, eh bien c'est parce qu'on a eu une vision idéologique qui ne correspond pas du tout à la demande, au marché, et c'est ce qui entraîne ce déclin global. On s'expose à une concurrence déloyale et en même temps on nous rajoute systématiquement des freins supplémentaires. Mais si on veut se faire entendre de l'Union européenne, et je finirai juste là-dessus, il faut, et c'est l'exemple du Mercosur et rentre aussi dans ce que je vais dire, c'est que il faudrait qu'on dise à l'Union européenne, stop, vous mettez en place des choses qui sont contraires à nos intérêts, eh bien on va baisser notre contribution. Notre réponse, c'est d'augmenter notre contribution de 5 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on nous pénalise, et on peut parler des accords douaniers avec Trump, et on donne plus d'argent. J'aimerais bien répondre sur l'exemple de la bio, parce que le Rassemblement national, qui se dit vouloir faire de la politique autrement, est dans une approche encore libérale, qui fait que c'est la loi de l'offre et de la demande qui doit gérer le marché de la bio. Or,
L'agriculture biologique, que le poulet il soit bio ou pas bio, ça reste du poulet. Que la tomate soit bio ou pas bio, ça reste du poulet. Et donc on peut pas raisonner comme ça. On doit raisonner. Non, c'est pas vrai non plus, parce que si on appliquait le principe pollueur-payeur et qu'on agrégeait au prix de vente de ces produits-là les dégâts qu'ils provoquent sur la biodiversité, sur le climat, sur la santé, ils ne seraient absolument pas compétitifs. Ils sont compétitifs parce qu'ils bénéficient d'une concurrence déloyale. Toutes les politiques publiques qu'on engage pour réparer les dégâts sur la santé, la biodiversité et le climat, et c'est nous tous qui payons. Si on appliquait le principe pollueur-payeur, les seuls produits compétitifs sur le marché seraient les produits bio. Et surtout, on doit raisonner le développement de l'agriculture biologique par le prisme du fait que la souveraineté alimentaire est aujourd'hui menacée par le dérèglement climatique, par l'effondrement de la biodiversité. Et donc on doit accompagner l'agriculture qui préserve la souveraineté alimentaire et donc qui préserve la biodiversité. Sans engrais, vous tuez parfois. Mais bien sûr, moi je suis paysan depuis 20 ans et je produis autant. Je suis agriculteur depuis 20 ans. Non, pas absolument faux. Moins on utilisera de pesticides et moins on en aura besoin. Merci. Mais non, c'est faux tout ça. Merci. Nous poursuivrons ce débat prochainement, je vous le promets. Merci Benoît Biteau, merci Alexandre Nicolic pour cet échange sur l'Europe, sur nos agriculteurs et bonjour et bienvenue à vous Valérie Expert. Bonjour Jean-François. On va poursuivre la réflexion avec vous. On va poursuivre la réflexion évidemment. Les agriculteurs sont mobilisés, ils bloquent Paris. Un blocage inacceptable pour le gouvernement. Qu'en pensez-vous? Inacceptable également, trop de gens dorment à la rue. Mathilde Panot propose la réquisition des logements vacants. Là aussi on vous attend au 0826 300 300 et puis on parlera des cartes de vœux et des vœux. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de vœux vous cette année? Non, je ne reçois plus. Ben non. Donc c'est une tradition qui se perd et vous avez vu que le gouvernement avait décidé de supprimer les cartes de vœux, mais ce n'est pas sans conséquence. On va le voir avec Félix Mathieu dans un instant. À tout de suite.